On va parler de la diphtérie maintenant et on va parler, je pense qu'on avait dit l'essentiel sur les bases. Maintenant, ça va être juste un démontage, si vous voulez, des raisonnements. Vous avez les bagages nécessaires pour comprendre la suite, j'imagine. Bon, la diphtérie, je vais faire une vue d'ensemble. Je ne vais pas revenir sur les aspects cliniques. Ça a déjà été fait, je pense, largement hier. La diphtérie, du nom grec diphtéria, signifie membrane ou membrane, et qui fait référence à la formation d'une de pseudomembrane observée chez les patients. Donc, les patients qui ont une diphtérie ont des pseudomembranes qui sont dues à l'infection. Donc, certaines souches de ces espèces bactériennes portent le gène TOX. Donc, pas toutes les bactéries vont porter les bactéries du genre Diphtheria. Donc, pas toutes portent le gène TOX, mais celles qui portent le gène TOX, elles sont capables de produire une toxine diphtérique causant des dommages significatifs à certains organes comme le cœur et les nerfs périphériques. Donc, l'effet pathogène de la diphtérie est dû essentiellement à la production de la toxine diphtérique. La diphtérie peut toucher n'importe qui, mais elle est plus fréquente chez les enfants non vaccinés. Il existe un vaccin efficace, obligatoire pour les enfants et les professionnels de la santé. Et il faut toujours donc se faire vacciner, notamment les enfants, pour éviter la diphtérie. Et la meilleure protection pour la diphtérie, vous le savez très bien, c'est la vaccination. Quel est l'agent pathogène responsable de la diphtérie? Eh bien, la diphtérie est une maladie causée par plusieurs espèces, donc, des corinébactéries du complexe diphtérié. Donc, vous avez le complexe diphtérié, donc vous avez des corinébactéries. Donc, le genre, c'est Corynebacterium. Et vous avez plusieurs souches de ce genre Corynebacterium. Vous avez le Corynebacterium diphthérié, Corynebacterium elsurens et Corynebacterium pseudotuberculosis. Donc, vous avez au moins trois souches pathogènes des corynebactéries qui sont responsables de la diphtérie. Corynebacterium diphthérié, la plus fréquente, Corynebacterium ulcerans et Corynebacterium pseudotuberculosis qui est exceptionnelle. Toutes ces trois souches sont porteuses de gènes TOX qui codent pour la toxine diphtérique. Maintenant, cette bactérie, elle est de quel type? Eh bien, c'est un bacille à gram positif aérobie. Donc, c'est un bacille, ce n'est pas un cocci, il est gram positif et il se développe en milieu oxygéné, aérobie. Les trois espèces peuvent être porteuses ou non du gène codant pour la toxine diphtérique, tox positif et tox négatif. Mais, c'est-à-dire ces trois espèces, les Hadoma, elles sont porteuses ou non. Le reste des corynébactéries ne portent pas le gène tox. Quand ces trois souches portent le gène tox, elle devient pathogène. Quels sont les symptômes? Rapidement, la diphtérie affecte principalement les voies respiratoires, le nez et la gorge, mais peut toucher la peau. Les symptômes apparaissent 2 à 5 jours après l'exposition, avec des maux de gorge, fièvre modérée, gonflement du cou, aspect de cou de taureau, formation de fausses membranes, et ça c'est très évocateur, fausses membranes grisâtres dans la gorge et les amygdales. Les complications graves de la diphtérie sont l'atteinte inflammatoire cardiaque et neurologique. Donc, pour 30% des cas, la diphtérie peut être mortelle, notamment chez les personnes non vaccinées et chez les enfants et les sujets immunodéprimés. Comment se fait la transmission de la diphtérie? Ben, la diphtérie se transmet euh, par voie respiratoire, par inhalation des gouttelettes respiratoires expulsées lors de la toux ou de l'éternuement d'une personne infectée. Voilà, la maladie peut aussi également se propager par contact direct avec des objets ou des tissus contaminés. Une fois établie, donc la bactérie peut produire des toxines qui endommagent les tissus. Voilà. Donc c'est valable surtout pour euh, Corynebacterium diphthériae. C'est cette bactérie-là qui a une transmission interhumaine soit par des gouttelettes contaminées, soit par des surfaces contaminées. Mais vous avez aussi l'infection par Corynebacterium ilcerans qui se transmet par des animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chats. Et le Corynebacterium ilcerans, pardon, pseudotuberculosis, qui peut venir des petits ruminants, le plus souvent, euh, mais les petits ruminants, le plus souvent, le chèvre et mouton. Donc, si vous voulez, il y a trois souches. Corynebacterium diphtheriae, qui est surtout une contamination interhumaine. Et les deux autres souches peuvent être
peuvent provenir des animaux. Mais le plus souvent, la bactérie la plus fréquemment donc, incriminée, c'est le Corynebacterium diphtheriae via une transmission interhumaine. Maintenant, essayons de décortiquer l'immunité anti-diphtérie. Eh bien, c'est le même principe qui vont s'appliquer pour la diphtérie, comme pour tous les germes. Il y aura toujours ces trois lignes, ces trois lignes de défense. Les deux premières font partie de l'immunité innée, alors que la troisième fait partie de l'immunité adaptative. Donc, il y aura d'abord la peau et les muqueuses, première protection. Puis, il y aura après l'hémicellule de l'immunité innée et après, il y aura l'immunité adaptative. Pour ce qui est de l'immunité innée, donc une fois Rona, c'est une bactérie qui se transmet par des gouttelettes, donc d'une manière transmission respiratoire. Donc la première structure du système immunitaire qui va être en contact avec la diphtérie, c'est les muqueuses respiratoires. Donc les muqueuses respiratoires sont très vite dépassées malheureusement par le germe de la diphtérie. Donc il va être en contact avec les cellules de l'immunité innée, notamment les cellules phagocytaires qui vont essayer de phagocyter. Vous avez aussi les protéines du complément qui vont aussi essayer de détruire le Corynebacterium, diphtérie, ulcerans ou tuberculosis. Donc, il y aura comme première ligne de défense la muqueuse déjà, puis quand la muqueuse elle est dépassée, il y aura la rentrée en action des cellules phagocytaires qui vont essayer de phagocyter cette bactérie qui a une multiplication extracellulaire et les protéines du complément qui vont essayer de lyser la bactérie par le complément. Euh, donc, la phagocytose, est un moyen de première ligne, si vous voulez. Donc, ça, elle peut se faire directement par les cellules phagocytaires ou alors elle peut se faire via les opsonines qui peuvent être soit des immunoglobulines, soit des protéines du complément. Une fois la bactérie elle est phagocytée, va se retrouver dans un phagosome qui va fusionner avec le lysosome, formation d'un phagolysosome qui va ramener le contenu du lysosome, c'est-à-dire toutes ces enzymes qui vont essayer de détruire la bactérie et de l'éliminer. Il existe deux moyens pour la bactéricidie. Vous avez la bactéricidie dépendante de l'oxygène et la bactéricidie indépendante de l'oxygène. La bactéricidie indépendante de l'oxygène, c'est justement le contenu des lysosomes. Le lysosome contient une multitude de peptides antimicrobiens, d'enzymes protéolytiques et de chélateurs métalliques. La conjonction de l'effet biologique de tous ces médiateurs va tuer la bactérie. À côté du contenu de lysosome, il y aura d'autres moyens qui vont faire appel à l'oxygène. Donc, vous savez très bien qu'au niveau du phagolysosome, il existe une enzyme au niveau de la membrane du phagolysosome appelée NADPH oxydase. Et la NADPH oxydase, elle va transformer l'oxygène en, en ce qu'on appelle les dérivés réactifs de l'oxygène ou là, les radicaux libres oxygénés. Donc, en plus simple, le NADPH oxydase va prendre l'oxygène et va le transformer en eau oxygénée et en javel, acide hypochlorique. Et vous savez très bien que l'eau oxygénée et la javel, on les utilise comme des antiseptiques. Donc, ici, au niveau du phagolysosome, grâce à la NADPH oxydase, le phagolysosome va se remplir de eau oxygénée et de la javel, ce qui va donc renforcer l'activité des enzymes et des peptides antimicrobiens. Très bien. Donc, la première ligne de défense contre la diphtérie, c'est la phagocytose. Et une fois phagocyté, le germe de la diphtérie va être éliminé via des mécanismes de bactéricidés dépendants et indépendants de l'oxygène. En plus de la phagocytose, il faut savoir aussi que le complément va jouer un rôle. Le complément, vous savez très bien que le complément est que les protéines du complément peuvent s'activer selon différentes voies, la voie classique, la voie alterne et la voie des lectines. La voie classique, elle ne fait pas partie de l'unité innée puisqu'elle fait appel aux anticorps, alors que pour la voie alterne, elle n'a pas besoin d'anticorps, elle fait partie de l'immunité innée. Il suffit juste qu'il y ait le germe de la diphtérie dans les parages pour que les protéines du complément s'activent. Et une fois les protéines du complément vont s'activer, à la surface du Corynebacterium diphtheriae, par exemple,
eh bien, il y aura tout de suite la lyse par le complexe attaque membranaire ou alors l'opsonisation des bactéries et leur élimination subséquente par phagocytose. Donc, l'activation du complément conduit à deux phénomènes biologiques euh, protecteurs, soit la lyse par le complexe attaque membranaire, soit l'opsonisation phagocytose. Voilà, donc l'immunité innée, donc si je dois résumer, contre la diphtérie, elle va faire appel d'abord à la barrière mécanique, chimique, biologique de la muqueuse respiratoire, qui va être malheureusement dépassée. Puis il y aura l'entrée en jeu des cellules phagocytaires qui vont phagocyter la bactérie, puis le complément qui va essayer de détruire la bactérie ou de faciliter son élimination. Mais malheureusement, contre la diphtérie, l'immunité innée, elle est insuffisante. Donc c'est un germe qui est assez virulent. Donc du coup, il y aura l'immunité spécifique qui va rentrer en jeu. Il faut savoir que pour l'immunité spécifique, les mécanismes de défense appropriés contre une infection bactérienne vont dépendre de la capacité d'invasion de la bactérie. Est-ce que c'est une bactérie invasive ou pas? Est-ce qu'elle est à multiplication intracellulaire ou extracellulaire? Ensuite, la structure de la bactérie, structure de la paroi. Est-ce que c'est une paroi gram positif ou gram négatif ou des mycobactéries? Est-ce que c'est une bactérie qui est encapsulée ou pas? Les germes qui sont encapsulés, qui m'a le pneumocoque, l'hémophilus et le Neisseria, ce sont des germes pour lesquels la phagocytose elle est plus ou moins inefficace. Parce qu'ils résistent à la phagocytose. Et puis, vous avez la nature des facteurs de virulence de la bactérie. Si la bactérie elle produit, oui ou non, une toxine. Donc, le système immunitaire adaptatif va tenir compte de tout ça pour adapter ses moyens de défense contre le germe. Bien, si maintenant l'on revient à la diphtérie, quel est le moyen de pathogénicité, quel est le facteur de pathogénicité majeur de la diphtérie? Alors, c'est quoi? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut répondre? À quoi est-elle due la pathogénicité ou la virulence ou la dangerosité de la diphtérie? Très bien, magnifique. C'est la toxine, exactement. Donc, ce qui fait, ce n'est pas un germe qui résiste à la phagocytose, ce n'est pas un germe qui est particulièrement invasif, ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt un germe qui produit une toxine qui est très toxique pour les tissus, si la toxine n'est pas très vite éliminée, elle peut entraîner déjà des dégâts, donc des tissus morts au niveau des amygdales, donc au niveau du système immunitaire, mais aussi elle peut attaquer le cœur et le système nerveux. Voilà, donc le système cardiaque, enfin le cœur et le système nerveux, effectivement. Donc, à partir de là, puisque vous savez maintenant, il est où le problème? Le problème de la diphtérie, c'est la toxine. Donc, quel est le moyen de défense approprié contre la diphtérie? Allez, je vous laisse un peu de temps pour répondre. Puisqu'on sait que la diphtérie, sa dangerosité, son rôle pathogène, sa virulence, elle est due à une toxine. Donc, la réponse contre la diphtérie consiste à faire quoi? Exactement, c'est une immunité humorale. Plus exactement, voilà, oui, immunité humorale, évidemment. Donc, c'est l'immunité adaptative qui va rentrer en jeu. Elle sera surtout humoral, avec production d'anticorps. Exactement, les lymphocytes B, oui, effectivement. Et exactement, le mot-clé, c'est la neutralisation. Ben, tout simplement, vous avez les deux mots-clés. L'immunité adaptative contre la diphtérie, c'est une immunité humorale avec l'implication des lymphocytes B, leur transformation en plasmocytes et la production d'anticorps qui vont être des anticorps neutralisants. Donc, si vous neutralisez la toxine, eh bien, tout simplement, vous allez paralyser l'effet pathogène ou la dangerosité de la diphtérie. Très bien. Maintenant, essayons de voir cette immunité humorale, comment elle se développe. Eh bien, il faut savoir que l'immunité humorale, la réponse humorale, il y en a deux types de réponses humorales. Il y a la réponse humorale T dépendante et la réponse humorale T indépendante. Très bien. Donc, pour comprendre la réponse humorale T dépendante et T indépendante, on doit revenir un petit peu sur le développement du lymphocyte B. Mais avant d'arriver à cela,
Il faut savoir que la réponse humorale T dépendante, elle se développe contre les protéines. Alors que la réponse humorale T indépendante, elle se développe contre les polysaccharides et les lipides. Je répète, la réponse humorale T dépendante, elle se développe contre les protéines. Alors que la réponse humorale T indépendante, elle se développe contre les sucres et les lipides. Bien. Ceux qui vont faire, les lymphocytes B qui vont faire la réponse humorale T dépendante et T indépendante ne sont pas les mêmes. Alors, je reviens un tout petit peu sur la maturation du lymphocyte B pour comprendre. Donc, la maturation du lymphocyte B, elle se fait normalement dans la moelle, à partir du progéniteur jusqu'à la formation d'un lymphocyte B immature. Contrairement à certains certaines idées reçues, le lymphocyte B ne termine pas sa maturation dans la moelle et va quitter la moelle au stade de B immature. Et puis, il va transiter, il s'appellera transitionnel, de la moelle vers la rate. Donc, le lymphocyte B immature quitte la moelle pour se retrouver au stade de lymphocyte B transitionnel dans la rate. Et au niveau de la rate, il aura le choix. Soit il va devenir un lymphocyte B de la zone marginale, soit un lymphocyte B folliculaire. Le lymphocyte B de la zone marginale va rester uniquement dans la zone marginale de la rate. Et ce lymphocyte B de la zone marginale, il va faire surtout des réponses T indépendantes, essentiellement contre les polysaccharides. Et c'est surtout des réponses à IgM. Donc, je répète, le lymphocyte B transitionnel dans la rate peut se transformer en lymphocyte B de la zone marginale. Le lymphocyte B de la zone marginale va rester que dans la rate au niveau de la zone marginale, entre la pulpe blanche et la pulpe rouge. Et à ce niveau-là, le lymphocyte B de la zone marginale va se transformer en plasmocyte qui va produire que des IgM en réponse aux polysaccharides. Donc, le lymphocyte B de la zone marginale, il est responsable des réponses T-indépendantes. Les anticorps antipolysaccharides sont efficaces contre les germes encapsulés. Les germes encapsulés. C'est pour ça que vous avez l'habitude, avant de splénectomiser un patient, vous allez lui donner des vaccins contre le pneumo, contre l'hémophilus, contre le Neisseria. Parce que vous voulez profiter des lymphocytes B de la zone marginale dans la rate de votre patient avant qu'elle soit enlevée. Vous avez compris. Donc, l'essentiel de la réponse antipolysaccharide se fait par les lymphocytes B de la zone marginale de la rate. Les anticorps antipolysaccharides sont particulièrement efficaces contre les germes encapsulés, puisque leurs capsules les protègent contre la phagocytose. Une fois ils sont sensibilisés par les anticorps, leur phagocytose devient plus facile. Maintenant, à côté des lymphocytes B de la zone marginale, il existe d'autres lymphocytes B. Ce sont des lymphocytes B folliculaires. Alors, ces lymphocytes B folliculaires, on les retrouve dans la rate, dans le malt, dans le galt, dans les ganglions. Donc, c'est les lymphocytes B conventionnels qu'on connaît. Et ce sont ces lymphocytes B-là qui vont faire la réponse aux antigènes T-dépendants, la réponse contre les protéines. Donc, de retour à notre diphtérie, qui produit une toxine de nature protéique. La réponse humorale contre cette toxine, eh bien, elle sera T-dépendante. Et la particularité de la réponse T-dépendante par rapport à la réponse T-indépendante, c'est que la réponse T-dépendante, elle peut, il peut y avoir le switch donc de l'IgM vers l'IgG, et surtout, c'est une réponse de longue durée de vie. C'est pour ça que quand vous vaccinez et vous faites vos rappels, vous êtes protégé de longues années parce que vous avez toujours des lymphocytes B mémoire qui vont toujours se transformer en plasmocytes qui vont produire des IgG antitoxines diphtériques. De même que vous avez des plasmocytes de longue durée de vie qui vont rester dans la moelle, qui vont cracher et continuer à cracher d'anticorps contre la diphtérie. Donc, cette réponse T-dépendante fait justement le succès du vaccin contre la diphtérie. La différence, vous savez très bien qu'il y a deux types de vaccins. Euh, je vous donne deux types de vaccins différents. Vous savez très bien qu'il existe un vaccin contre le pneumocoque et un vaccin contre la diphtérie. Alors, le vaccin contre le pneumocoque, le pneumovax, le pneumo 23, qui est à base de polysaccharides, il va vous protéger que
pour quelques mois, voire quelques années maximum, 2 à 3 ans, le vaccin n'est plus efficace. Alors que le vaccin diphtérie, antidiphtérie, il peut durer des années et des années, puisque pour le pneumocoque, on a vacciné à base de polysaccharides, donc on a suscité une réponse T indépendante avec absence de mémoire, donc une protection courte, alors que pour le vaccin contre la diphtérie, on a donné une toxine, une anatoxine, donc toxine inactivée, donc de type protéique, qui va solliciter une réponse de type T dépendante qui va durer de longues années grâce à la mémoire. Voilà. Euh, donc, la production d'anticorps contre la toxine et la neutralisation de la toxine constitue le moyen le plus efficace contre la diphtérie, même si les anticorps peuvent aussi faciliter la phagocytose donc, du Corynebacterium et aussi l'anticorps, quand il est fixé sur la bactérie, il peut provoquer l'activation du complément par la voie classique. Donc, si vous voulez, les trois mécanismes existent pour la diphtérie. L'opsonalisation phagocytose grâce aux anticorps, l'activation du complément par la voie classique grâce aux anticorps, mais le moyen le plus efficace, ce sera sans doute la neutralisation de la toxine par les anticorps. Donc, voilà. Voilà. Donc, la production d'anticorps, ces anticorps vont se fixer à la toxine, la neutralisant. Et les anticorps neutralisants, ils sont surtout de type IgG. Et ces anticorps-là, ils vont empêcher la toxine d'attaquer les tissus et donc de provoquer les complications graves de la maladie. Et donc, d'où l'efficacité vaccinale. Donc, vous savez très bien que le vaccin antidiphtérie, c'est à base d'anatoxine. Donc, on va donner la toxine inactivée, ce qui va provoquer la production d'anticorps neutralisants. Et quand on fait des rappels, donc on va avoir beaucoup de mémoire. Et cette mémoire-là va faire en sorte que les anticorps anti-anatoxine vont durer de longues années. Donc, ça va assurer une protection. Si on est en contact avec la diphtérie, donc la diphtérie va essayer de produire une toxine, mais la toxine sera tout de suite inactivée et donc elle ne va pas faire des dégâts. Et aussi, euh, ce mécanisme-là souligne aussi l'efficacité de la protection passive. Parfois, si le sujet n'est pas vacciné, il fait une diphtérie. Si vous donnez donc de la sérothérapie, donc un sérum antidiphtérie, ou vous voulez le protéger contre une infection par la séroprophylaxie, eh bien ce sérum-là qui contient des anticorps antitoxines tétaniques, il sera très efficace parce qu'il va neutraliser la principale arme de la diphtérie, à savoir la toxine. Bien, donc j'arrive à la toute dernière partie donc de ma présentation sur la diphtérie pour vous parler de la prévention contre la maladie. Bien sûr, le moyen le plus simple, le plus efficace, qui a fait ses preuves, et j'allais dire ce principal et l'unique moyen de nous protéger contre la diphtérie, c'est, vous l'avez compris, la vaccination, qui permet de contrôler l'infection. Et l'Algérie fait partie, je pense, des pays d'Afrique, les rares pays d'Afrique qui, en général, maîtrisent très bien cette maladie-là. Il y aura de temps à autre pour des raisons de migration clandestine, des trucs, donc des cas importés, mais en général, grâce à la vaccination, nous gérons très bien la diphtérie. Donc, le vaccin antidiphtérie fait partie du calendrier vaccinal dans l'hexavalent qu'on donne à 2 mois, 4 mois et 11 mois, et aussi les différents rappels qui sont donnés à différentes années. Voilà, donc voilà, j'aurais un petit peu terminé ma partie sur la diphtérie. Peut-être qu'on va marquer une petite pause aussi, On va le temps que... arrêter avec avant de passer au paludisme, Clem Kbir, Oui, essayer de voir des questions. Et vous, quand vous avez été interactif, continuez à l'être et apportez votre contribution. Si vous exactement. avez vécu une expérience et si vous avez fait une situation qui vous a mis dans la gêne, exposez-la. Profitez de l'occasion. Alors, D'accord? il y a certains qui me demandent de transmettre les diapos. Volontiers, je les donnerai volontiers. Je ne sais pas quel est le moyen, est-ce que ce sera via le ministère? Moi, je peux les donner À ma la fin, présentation. à la fin de la séance, je vais vous montrer, on va essayer d'aller vers fichier et de les transférer. Très bien. Alors, je vois des questions, maladie immunisante, comment? Oui, la maladie, elle est immunisante, tout comme la vaccination, elle est aussi immunisante. Donc, la diphtérie est une maladie qui est due essentiellement à la production d'une toxine.
si vous avez des anticorps contre cette toxine via l'infection ou via la vaccination, vous limitez grandement, drastiquement donc la pathogénicité du germe. Et le fait est que la toxine ne varie très peu ou varie pas. Donc, du coup, les anticorps qui sont efficaces aujourd'hui le seront dans les années à venir. Parce que s'il y a, il y a une certaine variabilité c'est un petit peu ce qu'on a avec les parasites et les virus, à ce moment-là, l'immunité ne serait pas immunisante. On a des anticorps antitoxines aujourd'hui qui ne sont plus efficaces demain. Non, pour la toxine diphtérique, elle est stable. Et du coup, donc, si vous avez des anticorps, vous les avez provoqués soit par l'infection ou par la vaccination, vous aurez toujours des anticorps circulants. Dès qu'il y a le germe de la diphtérie qui va arriver, sa toxine sera très vite neutralisée et les quelques bactéries qui sont là vont être phagocytées et éliminées par le complément et on n'en parlera plus. Alors, en cas de... Oui, effectivement, non, mais je pense qu'il y a d'excellentes questions. Franchement, en cas d'administration du sérum antitétanique, faut-il différer la vaccination? Effectivement, oui. Parce que si vous donnez un sérum antitétanique, euh, vous aurez des anticorps contre l'anatoxine tétanique. Donc, ces anticorps contre... Ça, c'est valable pour la diphtérie, hein. Donc, ces anticorps vont très vite se fixer sur la toxine, ils vont la neutraliser et conduire à son élimination, à sa phagocytose et élimination. Et donc, vous ne donnerez pas le temps au système immunitaire de faire cette réponse contre la toxine. Donc, très, très bonne question. Oui, les rappels sont, surtout quand on est dans un milieu hospitalier, il faut faire des rappels contre, oui, diphtérie, tétanos. Alors, pour les sérums antitétaniques ou sérums antidiphtéриques, sa durée de protection, elle sera limitée, donc à donc on va dire quelques jours. La demi-vie d'une IgG, elle est de 23 jours en général. Contrairement, parce que si vous donnez un sérum antitétanique ou antidiphthérique, vous êtes en train de transférer une immunité passive qui ne dure pas longtemps. Elle durera quelques jours, maximum un mois et demi. Après la disparition des anticorps, leur élimination, vous n'êtes plus protégé. Contrairement au vaccin où vous allez provoquer une immunité active, artificiellement. OK. Est-ce que vous avez d'autres... Alors, il y a une autre question, même si ce n'est pas le sujet, sur le pneumovax, le rappel de 5 ans ou 3 ans. Ça dépend. Ça dépend. En général, on dit 5 ans, mais s'il n'y a pas de comorbidité, à vrai dire, pour savoir si on doit faire un rappel ou pas. Alors, pour le vaccin anti-pneumocoque, il faut faire la part des choses, hein. Il y a deux types de vaccins contre le pneumocoque. Il y a le vaccin, le pneumo 23, qui est essentiellement à base de polysaccharides. Donc, vous allez solliciter les lymphocytes B de la zone marginale au niveau de la rate. Et ce sont essentiellement des IgM, quelques IgG, et ça ne dure pas longtemps. Ça protège maximum 5 ans, maximum. Et vous avez un autre type de vaccin contre le pneumocoque, ce qu'on appelle le Prevnar, ou le pneumo 13, ou le Prevnar 13. Donc la différence, le Prevnar, c'est il a moins de valence, il est moins diversifié que le pneumo 23. La valence est de 13, pas de 23. Mais la particularité du Prevnar, euh, c'est qu'il est c'est pas des polysaccharides, c'est des polysaccharides conjugués à des protéines porteuses. Donc, on va transformer le polysaccharide en glycoprotéine. Et donc, on va court-circuiter les LB de la zone marginale et on va plutôt solliciter les LB folliculaires. Et il faut savoir aussi que si je reviens justement à ma présentation sur les LB de la zone marginale, donc il faut savoir aussi, donc je viens ici, encore une planche. Voilà, donc les LB, donc ici, vous allez solliciter, donc si vous donnez du Prevnar, c'est que vous allez transformer les polysaccharides en glycoprotéines, donc ce sera plutôt une réponse T-dépendante. Et la réponse antipolysaccharide, elle est efficace après 2 ans. Donc c'est mort pour un enfant de moins de 2 ans. Si vous le donnez le pneu 23, ça ne va absolument rien donner.
parce que son immunité antipolysaccharides, c'est LB de la zone marginale, ne deviennent efficaces qu'après 2 ans. Donc c'est pour ça que quand vous donnez le vaccin antipneumo à 2 mois, 4 mois et 11 mois, c'est un vaccin antipneumo à base de glycoprotéines, donc du Prevnar, donc du pneumo 13 et non pas le 23. Donc là, vous avez court-circuité les LB de la zone marginale et vous avez sollicité les LB folliculaires. Pour un patient qui va être splénectomisé, en général, on le vaccine avec le pneu 23. Puis après, quand il est splénectomisé, on va donner exclusivement du Prevnar qui va solliciter les LB folliculaires et non pas les LB. Dans certaines pathologies qui sont la drépanocytose, vous avez une asplénie fonctionnelle. Il faut vraiment faire attention. Si vous donnez le pneumo 23, ça risque d'être inefficace parce que la rate devient non fonctionnelle et il vaut mieux donner les deux. Donc le pneumo 23 pour une couverture plus large et le Prevnar pour une efficacité et une durée plus longue du vaccin. Alors, je trouve. Alors, pourquoi on... Par rapport à pardon, par rapport à la vaccination, vous avez parlé de la vaccinale, du calendrier vaccinal qui est attribué à l'Algérie ou dans le monde ou Oui, normalement, c'est le calendrier algérien, d'ailleurs. calendrier algérien. Oui, dans la dernière version du calendrier algérien. C'est un petit peu ce qui se fait un petit peu dans le monde. Donc, on donne l'hexavalent à 2, 4 mois et 11 mois. Je parle pas euh, spécialement pour l'antidiphtérie. Oui, J'ai oui, oui, pour le calendrier algérien. Je ne sais pas si je peux le... continué, professeur. Je cherchais une question que j'avais vue ici et je Oui, reviendrai vers vous. D'accord? Merci. oui. Je continue avec la paludisme. Vous continuez si vous n'avez pas de questions. Ah, elle est une question. Alors, j'ai une autre question ici. Écoutez, il y a juste ici quelqu'un qui vous dit, juste un rappel concernant les rappels pour le vaccin antidiphtérique dans le PEV algérien. Il est prévu un rappel tous les 10 ans, à partir de l'âge de 18. Oui, oui, à ma connaissance, oui, il y a des rappels tous les... Je pense que c'est à peu près la durée de la mémoire humorale de la réponse contre la diphtérie. C'est à peu près 10 ans. À partir de là, on va voir, ça commence à chuter, on commence à chuter, la production d'anticorps commence à chuter. اسمح لي دكتور. اسمح Oui. لي. Allez-y. Après, il y a une question, s'il vous plaît, pourquoi on dit que la maladie n'est pas immunisante et on vaccine la maladie? Non, non, c'est pas que la maladie n'est pas immunisante. Au contraire, il y a une certaine immunisation, mais c'est juste que l'injection donc en subcutané avec l'adjuvant peut-être permet de former des quantités plus importantes d'anticorps que par voie, que quand il y a une que par la maladie en elle-même. Vous voyez un petit peu. Donc, si vous donnez l'anatoxine diphthérique en grande quantité en subcutané, plus l'adjuvant, cette voie d'immunisation est plus efficace que l'immunisation naturelle qui se fait par l'infection en elle-même. Mais il faut attendre, hein. Si votre patient, si votre patient a été traité par un traitement, un sérum antidiphtérie, une sérothérapie antidiphtérie, il faut attendre vraiment. Donc, attendre que les anticorps disparaissent
Donc, si votre patient vous avez géré donc l'épisode infectieux, donc il n'a plus l'infection, il a déjà été donc immunisé de par l'infection, puis vous avez donné le sérum. Donc, il faut attendre minimum, il faut attendre 2 mois. Après, vous allez vacciner votre patient. Mais parce que si vous donnez tout de suite, ça risque d'être inefficace. Parce que votre sérum antidiphtérie va éliminer tout votre vaccin et il n'aura pas le temps de s'immuniser.